Salut les terriens, bienvenue sur le Journal de l'Espace, l'émission où on fait le tour de l'actualité spatiale de la semaine. Aujourd'hui, écoutez, je n'ai pas d'annonce particulière, donc je veux simplement en profiter pour vous remercier d'être toujours aussi fidèle au Journal de l'Espace. La chaîne continue de grandir et ça me fait super plaisir. Donc, merci beaucoup pour ça. Il me reste qu'à vous souhaiter une très bonne vidéo. Avec le demi-succès jeudi dernier de l'atterrisseur Nova C de la société Intuitive Machines, qui je vous rappelle s'est retrouvé couché sur la Lune, autant que je vous prévienne, l'année 2024 s'annonce chargée en termes d'alunissage américain. Cette nouvelle frénésie lunaire américaine, après plusieurs décennies où l'astre lunaire a été délaissé par la NASA, n'est bien sûr pas due au hasard. Les États-Unis se sont préparés il y a déjà plusieurs années en créant de toutes pièces un nouveau partenariat entre la NASA et l'industrie spatiale privée émergente, le fameux programme Commercial Lunar Payload Services ou CLPS, sur lequel nous avions envie de revenir plus en détail. Alors bien sûr, lancer une initiative aussi novatrice comporte son lot de risques, nous en avons déjà eu la démonstration lors du lancement du module Peregrine d'Astrobotic, victime d'une panne fatale juste après sa mise en orbite, et comme je vous le disais, de façon plus mitigée avec le demi-succès d'Intuitive Machines. Cela dit, cette part de risque est calculée et bel et bien prise en compte puisque derrière ce CLPS, l'idée de la NASA c'est de déléguer à moyen terme la livraison de son matériel scientifique au secteur privé, tout cela bien évidemment dans le but de réduire les coûts pour les contribuables. C'est d'ailleurs une bonne nouvelle, alors que l'agence américaine se prépare à ramener des astronautes à la surface lunaire dans le cadre de son programme phare Artemis, programme qui, vous vous en doutez, monopolise une grande partie des budgets et dont certains projets en sont les victimes collatérales. Alors concrètement, comment fonctionne CLPS ? Eh bien, créé en 2018, ce programme est fondé sur le principe de l'achat de services auprès de partenaires commerciaux, plutôt que de leur acheter leur matériel. Pour simplifier, la NASA fait un chèque et ne s'occupe de rien, ou presque. Joel Kearns, un haut responsable de la NASA impliqué dans le CLPS, a déclaré que cela permettrait à coup sûr à l'agence d'être plus rentable et d'effectuer des missions bien plus fréquentes. Il a également déclaré que la grande incertitude reste bien évidemment le taux de succès des premières tentatives, mais que tout cela a été pris en compte dans la stratégie de l'agence spatiale. Comment me direz-vous ? Eh bien, c'est assez simple, pour garantir à coup sûr un retour sur le sol lunaire, il suffit de multiplier les contrats passés, et ce avec plusieurs entreprises différentes. L'avantage ici, c'est bien sûr de stimuler la concurrence et les innovations techniques, ce qui peut paraître évident, mais par contre oblige à se remettre totalement en question. La NASA voit d'ailleurs bien plus loin, elle espère également que ces entreprises développeront à leur tour leur propre clientèle, par exemple des instituts de recherche et d'autres sociétés souhaitant expédier du matériel sur la Lune. Cette saine émulation devrait créer une sorte d'économie lunaire bien plus large dans laquelle l'agence spatiale américaine n'est qu'un client parmi tant d'autres. Alors oui, disons-le clairement, cette nouvelle approche est complètement différente de celle utilisée à l'époque d'Apollo, lorsque la NASA dictait jusqu'au dernier boulon ses contrats industriels, avec à la sortie des budgets faramineux de plusieurs milliards de dollars. Seulement, il ne vous a pas échappé que les temps ont changé, les budgets ne sont plus illimités, comme au temps de la guerre froide, et pour faire des économies importantes, il faut penser autrement, changer de logiciel et en quelque sorte décentraliser la gestion du spatial américain, ce qui n'est pas si évident. Le SLS, ce lanceur lunaire géant, en est un bon exemple, bien qu'ayant brillamment réussi son premier vol, son développement chaotique a pris beaucoup de retard et a explosé le budget initial. C'est certainement le dernier lanceur développé à l'ancienne que nous aurons la chance de voir voler en attendant un Starship complètement opérationnel, ce qui ne saurait tarder et devrait changer la donne. Mais revenons à notre programme CLPS, en tout ce sont 14 entreprises qui ont été présélectionnées pour être en lice pour les contrats, avec déjà 8 missions fermes prévues à ce jour. La NASA a choisi de donner sa chance à de nouvelles pousses de l'aérospatiale, rien à voir avec les mastodontes que sont Lockheed Martin ou Boeing, et c'est aussi pour cette raison que cette initiative est encore considérée comme expérimentale. La première tentative, j'en ai fait allusion en intro, a été menée par Astrobotic, une petite entreprise basée à Pittsburgh qui n'a malheureusement pas réussi à atteindre la Lune en janvier, après avoir découvert une fuite de carburant en vol peu après sa séparation avec sa fusée. Les raisons de la panne sont toujours en cours d'investigation, mais il semblerait qu'un autre essai aura lieu plus tard dans l'année, avec cette fois un rover comme cargaison. Ce petit engin s'appelle Viper, il est en cours de test et son rôle sera de détecter des traces d'eau au pôle sud de la Lune, une ressource essentielle pour les futures missions prévues par la NASA.
Une autre société texane, Firefly Aerospace, prépare 2 missions, dont une en 2024, avec son atterrisseur Blue Ghost. Enfin, Draper, basé au Massachusetts, je déteste ce mot, j'ai dû m'y reprendre à 10 fois pour réussir à le prononcer correctement, pour Draper, qui est connu pour avoir construit l'ordinateur qui faisait fonctionner les vaisseaux Apollo, tentera d'atterrir sur la face cachée de la Lune en 2025. Vous vous en doutez, parce que c'est le nerf de la guerre, la somme payée par la NASA est d'environ 118 millions de dollars pour chaque partenaire sélectionné, et c'est finalement relativement modeste si on les compare à d'autres programmes. Les charges utiles conçues par la NASA seront envoyées par le programme CLPS, elles permettront de mieux comprendre les risques environnementaux comme les radiations ambiantes ou la poussière lunaire, des informations qui sont indispensables pour préparer au mieux l'arrivée des astronautes américains avant leur atterrissage à la surface de la Lune. En ayant choisi de revoir sa stratégie au travers d'un programme ambitieux et révolutionnaire, la NASA a certainement fait le bon choix, et ce malgré le succès mitigé d'Intuitive Machines juste après l'échec d'Astrobotics. Mais l'aventure CLPS est loin d'être terminée, elle vient juste de commencer et les nouvelles tentatives qui vont avoir lieu dans les prochains mois verront sans aucun doute le succès de l'un d'entre eux, ce qui confirmerait que cette nouvelle vision de la conquête spatiale est la bonne. En attendant, les terriens, vous pouvez compter sur le Journal de l'espace pour suivre au plus près les avancées de ces futures grandes entreprises privées, celles qui composent ce que l'on appelle entre autres le New Space. Tout ça s'annonce vraiment passionnant. Bon, si vous êtes passionné par la conquête spatiale, ça ne sera pas une surprise pour vous si je vous dis que nous sommes en pleine course à la Lune entre la Chine et les États-Unis. La meilleure preuve, c'est que tout semble s'accélérer côté chinois. L'Agence pour les missions spatiales habitées, la CMSA, a récemment fait un point technique sur son programme lunaire en exposant clairement ses progrès constants en vue de la réalisation d'un alunissage habité avant 2030. Concrètement, cet objectif très ambitieux pour la Chine passe par le développement de plusieurs technologies et engins spatiaux qualifiés de critiques par le responsable de la CMSA. Pour commencer, il s'agit de développer et réussir le vol de la fusée Long March 10, car c'est elle qui enverra les taïkonautes vers la Lune. Ce géant de 90 mètres de hauteur est composé de 3 étages propulsés par 3 ergols différents, hydrogène liquide, oxygène liquide et kérosène. Parallèlement à la Long March 10, les travaux progressent sur le vaisseau spatial habité Mengzhou et sur l'atterrisseur lunaire Lanyue. La stratégie chinoise est pragmatique, elle repose sur le lancement de 2 fusées qui transporteront le vaisseau spatial et l'atterrisseur lunaire en orbite lunaire. Une fois arrivés, le vaisseau spatial et l'atterrisseur s'amarreront, permettant aux taïkonautes d'être transférés vers l'atterrisseur pour leur descente vers la surface lunaire. Ici, rien d'extravagant, on reste dans du classique et de l'efficace. Mais pour marcher sur la Lune, il faut bien sûr des combinaisons, et ici aussi le développement avance bien, même si les informations sont maigres, il ne semble pas y avoir de blocage à ce niveau. On pourrait penser que la Chine fait cavalier seul, et bien ce n'est pas vraiment le cas puisque le gouvernement souhaite s'ouvrir à la coopération internationale, et c'est déjà très concret car l'agence spatiale chinoise participe très activement à des projets avec des partenaires mondiaux. Officiellement, elle collabore avec le Bureau des Affaires spatiales des Nations Unies pour favoriser les efforts de collaboration dans l'exploration spatiale, ce qui constitue un signe fort. Quoi qu'il en soit, on peut être certain d'une chose, c'est que la Lune est devenue une priorité nationale, ce qui inquiète d'ailleurs la NASA qui ne cache pas ses craintes de voir l'Empire du Milieu débarquer avant elle sur notre satellite naturel. Bien que nous ne soyons pas dans le même esprit qu'à la belle époque d'Apollo, la pression est forte côté américain, et nul doute qu'un succès chinois serait vécu comme une humiliation pour la première puissance spatiale du monde. Si comme on vient de le voir, l'agence chinoise met le paquet sur son programme lunaire, du côté de la NASA et de SpaceX on ne s'endort pas puisque les tests de qualification du système d'amarrage entre la capsule Orion et le futur Starship HLS sont en cours. Cette campagne de test est cruciale pour préparer les alunissages, elle permet notamment de vérifier que la connexion entre les vaisseaux spatiaux est réalisée en toute sécurité pendant que les astronautes se déplacent entre le vaisseau Orion et le Starship, celui-là même qui aura la lourde tâche de les transporter vers la surface lunaire. Il faut dire que la mission Artemis 3 repose sur une stratégie bien particulière, pour ne pas dire osée. Les astronautes voyageront depuis la Terre à bord du vaisseau spatial Orion jusqu'à l'orbite lunaire, et là ils seront transférés dans le Starship HLS pour leur descente vers la Lune. Le Starship servira bien évidemment à les ramener vers le vaisseau spatial Orion, qui attendra leur rendez-vous en orbite lunaire. Plus tard, les futures missions utiliseront la station spatiale lunaire Gateway pour les transferts entre Orion et le Starship, mais ça c'est une autre histoire. Le système d'amarrage Starship de SpaceX est un dérivé du système de la capsule Dragon. Il a largement fait ses preuves lors de son utilisation pour les missions de la Station Spatiale Internationale.
Pendant 10 jours au Johnson Space Center de la NASA, le système d'amarrage du Starship HLS a été soumis à des tests rigoureux, simulant plus de 200 scénarios d'amarrage en reproduisant la dynamique de contact entre deux vaisseaux spatiaux en orbite. Cela signifie que les ingénieurs ont testé plusieurs angles et vitesses d'approche, ce qui a permis d'engranger des données précieuses pour valider la conception et la version finale du système d'amarrage. Bon, on le sait peu, mais la participation de SpaceX au sein du programme Artemis s'étend bien au-delà du système d'amarrage. Depuis qu'elle a été sélectionnée pour développer l'atterrisseur lunaire, la société a franchi plus de 30 étapes spécifiques au HLS, regroupant un large éventail de domaines techniques, notamment la production d'énergie, les communications, la propulsion et les systèmes de survie. Cela dit, eh bien vous le savez, le plus dur reste à faire, réussir un premier vol complet du Starship HLS comprenant un alunissage et un retour en orbite lunaire, ce qui reste extrêmement complexe quand on voit les récentes difficultés qu'ont les sociétés américaines à réussir à poser leurs engins sur le sol lunaire. Le 28 février, lors d'un briefing sur la prochaine mission Crew 8 vers la Station Spatiale Internationale, Joel Montalbano, responsable du programme ISS de la NASA, a déclaré que la fuite dans le module de service Zvezda avait augmenté depuis le 14 février. Bon, rassurez-vous, pour le moment il n'y a aucun impact sur la sécurité de l'équipage ou sur le fonctionnement de l'ISS, et heureusement. On sait que la fuite avait augmenté jusqu'à un taux de plus de 0,9 kg d'air perdu par jour, soit le double du taux précédemment détecté dans cette partie du module russe Zvezda. La fuite se situe dans un vestibule appelé PRK entre le port d'amarrage et le reste du module. Heureusement, cette section peut être fermée pour minimiser la perte d'air du reste de la station. La fuite PRK a été détectée pour la première fois en 2019 et a été analysée en profondeur par Roscosmos et la NASA. Plusieurs solutions ont été testées pour colmater, avec l'application de ruban Kapton et l'application de jauge pour mesurer les contraintes sur le module qui pourraient provoquer des fissures, ce qui là par contre serait bien plus grave. Cette fuite du PRK a également été surveillée par le très sérieux comité consultatif sur la sécurité aérospatiale de la NASA, et on sait que lors de certaines réunions précédentes, le comité a fait part de ses inquiétudes concernant la fuite et ses implications pour la station. Étonnamment, la question n'a pas été soulevée lors de la dernière réunion publique, tout simplement parce que le comité n'a pas reçu d'informations sur la station lors de cette réunion trimestrielle. Bon, on peut quand même être rassuré car le sujet sera bel et bien abordé en privé et on peut faire confiance à la NASA pour ne rien laisser passer malgré les tensions existantes entre la Russie et les États-Unis. Il en va ici de la sécurité des équipages sur l'ISS. Les terriens, merci d'avoir suivi l'actualité spatiale avec le journal de l'espace. Comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce de YouTube. On se retrouve ce week-end avec le journal de la Starbase. Je vous souhaite un très bon week-end d'ailleurs. Salut les terriens!